C'est vrai que ça fait un petit peu peur le générique au début, hein, Pascal? Il fait un peu peur dans le générique. Mais enfin, il réveille, hein. Si on dort, il réveille. Je dis juste un petit mot comme ça, en passant, je m'adresse à Pascal, qui est le réalisateur de cette captation en vidéo, et puis à Joseph, qui lui s'occupe de tout ce qui est le son, et qui sont là depuis le premier jour, c'est-à-dire depuis vendredi, derrière leur console et leurs instruments bizarres. Et merci à eux d'avoir assuré très très bien ce travail. Alors, un long chemin vers la liberté avec Marie Michaud qui nous rejoint, qui était déjà là avec moi il y a 2 ans. Marie qui est libraire à Gibert, chez Gibert à Poitiers. À Poitiers, voilà, et qui spécialisée dans la littérature, toute la littérature adulte. Ouais. Voilà, elle connaît tout. Ils sont formidables, ces libraires. Ah, mais c'est sûr. Et donc, avec nous sur ce plateau, 2 auteurs. David Joy, qui va nous parler de son livre qui s'intitule « Les 2 visages du monde », paru chez Sonatine, qui a été traduit par Jean-Yves Côté et qui sera interprété par Léo Lancette. Bienvenue, Léo. Et puis Alexander Emmon, que on dit rarement Alexander, on dit Sacha plutôt. Hein, c'est plutôt Sacha qui va nous parler de son livre « Un monde de ciel et de terre », traduit de l'anglais par Michel Alabret-Match. Et c'est un livre, je ne sais pas trop comment on le prononce, c'est un livre paru chez Calman Levy. Et voilà, on va découvrir ces 2 livres importants, 2 livres passionnants. Marie. Oui, 2 livres passionnants, alors effectivement, dans des registres un peu différents, mais effectivement qui interrogent tous les 2 de manière différente la question de la liberté. Peut-être on va commencer avec vous, Alexander, si vous voulez bien. Donc ce roman commence en 1914 à Sarajevo. On va suivre Rafael Pinto, qui est un apothicaire, un juif séfarade, et il est le témoin de l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand, qui va déclencher la Première Guerre mondiale. À partir de là, il se retrouve dans les tranchées en Europe centrale. Ah pardon, Maët. Pardon, donc dans les tranchées d'Europe centrale, puis dans les geôles russes et encore plus loin par la suite. Tout simplement pour commencer, Alexander, peut-être que vous pouvez nous parler du point de départ de cette histoire. Est-ce que c'est vraiment comme ça se passe dans l'épilogue que cette histoire vous est arrivée, ces personnages, je devrais dire? No. The epilogue is part of the story, but it's not how it came to me. I'll tell you the short version how it came to me. I read history books randomly, and I read a memoir of a British spy who crossed the mountains from the British Raj to see how things were going in Central Asia around 1917, because the British and the Russian Empire were involved in what is known as the Great Game. They were angling to get each other's territories. The Russians eventually went into Afghanistan, and the Brits were hoping to, get Central Asia. Anyway, many adventures ensued, but at some point he was pursued by the Cheka, the Bolshevik secret police, and he ran into a guy from Sarajevo who was working for the Cheka, who told him, "I know who you are, I know that you're a British spy. I have a plan, and let's work together and get out of here." And what I liked about that is that clearly this character, whose name was Mandic, a historical person, his only ideology was to get back home. And that I could totally identify with. Anne-Laure Tissu qui va traduire. Merci. Donc non, l'épilogue est une partie du récit, mais je vais vous donner la version courte des origines de ce roman. Je lis des ouvrages d'histoire, un peu au hasard, tous azimuts, et j'ai découvert ces mémoires d'un espion britannique
qui est parti en Asie centrale en 1917, à l'époque que l'on dit du Great Game, du grand jeu, d'un conflit, d'une rivalité entre l'Empire russe et l'Empire britannique. L'Empire britannique venait d'opérer une mainmise sur l'Afghanistan, et cet espion a été poursuivi par la police bolchevique. Il se nommait Montage, et son idée, l'idée dominante, l'idée qui l'animait tout du long, c'était rentrer chez lui. Et je peux tout à fait comprendre cette idée, je l'éprouve profondément. So then that was the beginning. Then I had to imagine how to get the Bosnians into Tashkent. I mean, they were fighting for the Austro-Hungarian army, and then imagine them going beyond toward Shanghai. And so at some point, the trajectory formed in my head, their journey, and then everything started there. Donc l'idée du roman s'est développée ainsi, comment faire entrer les Bosniaques à Tashkent et puis ensuite plus loin à Shanghai, et imaginer leur trajectoire. And so the main character is Sarajevo Sephard, member of the Jewish community that was wiped out in the Holocaust. And so I thought the end of the trajectory in some ways would be in Jerusalem, which is why the epilogue is in Jerusalem. Et donc le personnage juif qui se trouve à Sarajevo, la communauté juive, comme on le sait, a été ravagée lors de l'Holocauste, d'où l'idée que l'épilogue se déroule à Jérusalem, de nouveau un retour. Ce voyage que va faire Raffo pourrait donner l'illusion d'une aventure, puisqu'effectivement, ce personnage, rien ne le destinait à quitter son apothicaire. Il se retrouve à l'autre bout du monde. Pourtant, c'est le contraire de la liberté qui le guide sur son chemin. C'est une fuite, une quête pour survivre. Votre livre est d'ailleurs dédié aux réfugiés du monde. Est-ce que c'était cette histoire-là aussi que vous aviez envie de raconter aux lecteurs ? Celle de ceux qui doivent fuir, celle de ceux qui cherchent un nouvel endroit où créer des racines? Well, the book could be fairly well described as a refugee epic. The epic form, you know, from Gilgamesh and the Odyssey and Beowulf and the Roland epic poems and the Don Quixote. They always go somewhere and try to go back home. And many of them, the heroes in those books, get back home. What makes it a refugee epic in some ways is that my people do not get back home, despite their best efforts. Because I belong to a family in a history of migrants and refugees. What I have come to believe is that an essential human drive is to go and move toward a place where they think they have more agency, more freedom, if you wish. So no one has a grand plan what they're going to do after 5 years or 10 years of getting from place A to place B. They go to the next place, and if they make it there, then from there they go to the next place. So the trip toward freedom is a series of uncertain stages, right? You always contingent upon their survival. So they go to the place, and if they survive getting there, they go to the next place. And it's a somewhat different epic form, really. You know, Odysseus in the Odyssey, he's in pretty good shape all around. He has to fight monsters, this and that, but he's going back home, right? And he makes it back home and restores the order. My people don't go back home. On pourrait décrire mon roman comme une épopée de réfugiés. Ce motif, cette structure de l'épopée, elle existe de tout temps dans la littérature, de Gilgamesh à l'Odyssée, à la chanson de Roland, Don Quichotte. Les personnages partent, ils rentrent chez eux. Donc là, c'est une épopée d'une nature bien différente. Les personnages ne rentrent pas. En général. Ils avancent d'un lieu à un autre en vivant au jour le jour, en essayant de survivre. Ils n'ont pas de projet à long terme, 5 ans ou 10 ans. Donc c'est vraiment un voyage vers la liberté. Ce qu'ils recherchent, c'est obtenir davantage de pouvoir d'action,
la liberté sans doute. Mon peuple à moi ne rentre pas. En général, finalement, Ulysse, il ne s'en sort pas trop mal, il peut rentrer chez lui. Bon, après avoir confronté tous ces obstacles et restaurer l'ordre, ça n'arrive pas dans mon roman avec mon peuple. Ce roman, c'est aussi un grand roman d'amour. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée? Et j'aimerais que vous nous parliez de l'autre personnage que je n'ai pas encore cité, qui est Osman, qui est un homme que va rencontrer Pinto dans les tranchées pendant la guerre. Et ça va être son grand amour, un amour qui va transcender la mort aussi. Well, the original idea was that two of them would meet and be friends, and then they would, go down the same trajectory in the same direction while they were longing for Sarajevo, and their memories of Sarajevo would slowly become fantasies of Sarajevo until it becomes a purely mythological place for them. That was the idea. But at some point, and I don't remember the point, it became evident to me that love would be a better way to relate them to each other's characters, because nostalgia has a steady pitch. It may change in rise in intensity, but the pitch is always the same. It's a steady feeling, whereas love, as you might know, as humans, it gets a little complicated now and then. And then, the history of the human history really is told in wars and conflicts. There's no history of humanity that is told from the point of view of love. Wars, the narratives of wars are about generals and leaders, and it's a male story, obviously. It is a patriarchal story, or patriarchal history of men on this side kicking the ass of the men on that side. And I wanted two men whose driving force, whose superpower, if you wish, is love, ability to love in the worst of circumstances. So it's both epic, my book, but it's also anti-epic in that respect. Au départ, je pensais que mes deux personnages deviendraient amis, qu'ils se lieraient d'amitié et qu'ils marcheraient dans la même direction, animés par cette nostalgie pour Sarajevo, qui au départ est représentée à travers des souvenirs et puis peu à peu devient un fantasme, puis un mythe. Et à un moment donné, que je me rappelle assez précisément, j'ai compris qu'en fait, ça n'était pas l'amitié, mais l'amour qui devrait relier ces deux personnages afin d'échapper au caractère statique de la nostalgie. La nostalgie, elle peut varier en intensité, mais finalement, elle garde la même tonalité, la même teneur en quelque sorte. Alors que l'amour, comme vous le savez peut-être, ça peut être très compliqué. C'est plein d'imprévus. Et donc, c'était une manière aussi de contrer un petit peu ce qu'est le discours de l'histoire officielle. L'histoire humaine, c'est une histoire de guerre, de conflit, une histoire extrêmement patriarcale, où l'homme d'un camp botte les fesses de celui de l'autre camp, alors que là, une histoire d'amour, c'était inédit, et je voulais que l'amour soit cette grande puissance dans mon roman, qui est donc une épopée et dans le même temps aussi, en quelque sorte, une anti-épopée, où on va à l'encontre de ces grands traits caractéristiques de l'épopée. J'aimerais que vous nous parliez un peu plus d'Osman, si vous voulez bien, parce que c'est un personnage qui est finalement assez fugace dans l'histoire. Pourtant, il est là jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière page. On le découvre comme un raconteur d'histoire, comme celui qui va aider Raffo à tenir le coup, de même que ses autres camarades. Et finalement, il est le support de ce qui va être transmis ensuite, parce que on l'a dit, c'est une histoire d'amour, mais c'est aussi l'histoire d'une famille qui va se créer. J'aimerais que vous nous parliez de ça, si vous voulez bien. Yes, Osman is the man that Rafael Pinto falls in love with. They meet in the army, as you said. And Osman is an orphan, so he grew up in Sarajevo, raised by the Charshi, by a neighborhood, if you wish. And he is a very good storyteller, and it's very charming, and has a skill in every finger, or as in Ladino, encadado un marafet. At some point, he vanishes, might or might not be dead. And after that point, Pinto feels his presence next to him as he moves further east.
translate this and then I'll continue. Osman est un orphelin, il a été élevé à Sarajevo par un voisin en quelque sorte. C'est un personnage fascinant, séduisant, qui est extrêmement doué, qui semble tout savoir faire. Et à un moment donné du récit, il disparaît. Et en cet instant, Pinto sent sa présence à côté de lui. And in researching for this book and thinking about it, I read about a phenomenon whereby people in extreme distress, like high-altitude climbers or North Pole or South Pole explorers, sometimes feel a benign presence who helps them get out of the bad situation. Or in one of the Twin Towers on 9/11 in New York, most famous example of that is in the Shackleton expedition. You might or might not know about them, but they were in South Pole, very difficult situation. Shackleton and two others sailed for 650 miles in a little dinghy to get to the south of an island on the north side of which was a whaling station. And at some point, once they landed, it was incredible. They survived. All three of them felt a presence of the fourth person who was helping them get across. And it's referenced in The Wasteland by T.S. Eliot, although who's the third among us is the line that refers to that, and he reduced it to three for, theological reasons. And along those lines, there was a study in the UK about widowers over a certain age, among which a substantial percentage, 20-25%, I can't remember the exact number, had regular contact with their deceased spouses. And they did not think of them as ghosts. They would have breakfast together, wash dishes together. And so the love sort of kept them, their presence. Love required their presence. And to me, there was a phenomenon I wanted to deal with. So Osman in this setup is not a ghost. Au cours de mes recherches, j'ai été amenée à étudier ce phénomène assez connu quand certaines personnes se trouvent dans des circonstances extrêmes, bon, qu'il s'agisse des victimes du 11 septembre ou de randonneurs, enfin de sportifs qui pratiquent l'escalade de très haut sommet, lors de traversées particulièrement dangereuses. Il arrive qu'on ressente une présence bienveillante qui aide à surmonter ces obstacles apparemment insurmontables. Cette traversée que j'évoquais tout à l'heure, les trois navigateurs qui ont parcouru je ne sais combien de milliers de kilomètres dans des circonstances qui auraient dû conduire à leur perte, ont eu l'impression qu'il y avait un quatrième navigateur avec eux. C'est évoqué par T.S. Eliot dans The Wasteland. Une autre étude publiée au Royaume-Uni s'intéressant à des veuves du même groupe d'âge montre que 20 ou 25% d'entre elles ont ressenti la présence de leur époux défunt. Elles ne le décrivent pas du tout comme un fantôme, mais tenaient des conversations banales avec ce défunt, lavaient la vaisselle, ou enfin avaient des actions comme ça tout à fait ordinaires. Donc cette présence, elle est rendue possible par la force de l'amour, et je voulais traiter de ce phénomène dans mon roman. Il y a un enjeu aussi, effectivement, on l'a dit, c'est un roman qui se déroule dans l'histoire, la grande histoire. À plusieurs reprises dans le livre, vous évoquez le fait qu'on a besoin de recul pour mieux comprendre l'histoire, le fait qu'on a un train de retard sur l'histoire dans laquelle on s'inscrit, et surtout sur le fait qu'il n'y a pas de monde sans histoire, je vous cite. La question est de savoir qui l'écrit. Et moi, j'aimerais que vous nous parliez de ça. Qui écrit cette histoire pour les personnages ordinaires qui, justement, n'ont pas d'histoire? Est-ce que c'est justement le rôle des romanciers que d'écrire cette histoire-là? Well, you have to survive history first to think about it and write about it, tell stories about it. Nearly every session while I'm here, I've been using the same example. In the book, Pinto and Osman are in the Bosnian units on what it was Eastern Front, where the Austro-Hungarian and German troops were fighting Russians in today's Western Ukraine.
which was Galicia, the easternmost Austro-Hungarian province. In June of 1916, the front was broken by the Russian troops in what is known as the Brusilov offensive. 1 million soldiers died around that time. But we remember the general who designed it. We know his name, Brusilov, wherever it was, probably had a big mustache. But we don't remember the names of that million. Many of them probably were not buried. If they were buried in a foreign land. History does not bother with nothings and nobodies like them, like me. And so I have believed in my work since I've started writing that what literature can do is accommodate the imaginary lives of those people who are otherwise totally forgotten, and that it is our duty in many ways to remember them, if for no other reason, because I can much more easily remember myself, or imagine myself rather, being in those trenches than being the general who designs the offensive. Afin de pouvoir raconter l'histoire, il faut déjà y survivre. Et Pinto et Osman, mes personnages, sont dans une unité bosniaque. Ils se trouvent sur le front de ce qui à l'époque s'appelait la Galicie, donc à l'ouest de l'Ukraine. Et depuis que je suis dans le festival, j'ai souvent cité cet exemple. En 1916, ce front a été écrasé par l'offensive que l'on connaît sous le nom de Brasilov, le général russe qui a lancé l'offensive. 1 million au moins de victimes ont trouvé la mort dans cette offensive. Ce que le discours officiel de l'histoire retient, c'est le nom du général, qu'on devait sûrement avoir une grosse moustache, mais le nom des victimes, les noms des victimes sont oubliés. Ont-ils seulement été enterrés? Pour ceux qui l'ont été, ils ont été enterrés loin de leur famille, de ceux qui les aimaient. Et donc la littérature, effectivement, peut doit, c'est sans doute son devoir, de donner un nom à ces oubliés de l'histoire, à ces individus, à ces inconnus comme moi. Et je dois dire aussi qu'il m'est plus facile de m'imaginer dans les tranchées qu'à la place du général Brasilov qui a lancé l'offensive. Une dernière question peut-être pour Alexander. Vous avez dans le roman choisi de nous donner directement des extraits de langue. En fait, les personnages parlent dans leur langue avec un certain nombre de mots qui sont inconnus de nous, lecteurs. Pourquoi ce choix? Et justement, quel sens ça a par rapport à l'identité des gens dont il est question? Oh, well, that's an excellent question. There are quite a few languages in the book. It's mainly, I wrote in English, but the characters use other languages. And there are 3 ways they use it. Sometimes Rafael Pinto, his native language is Ladino, which is a derivation of Castilian Spanish that the Sephardic population carried along their journey out of the Iberian Peninsula after the expulsion into the Ottoman Empire. He also speaks Bosnian because that's where he was born and raised, and he speaks German because he's a Viennese student. So at the very beginning of the book, he is trilingual, and then he moves towards Shanghai, and along the way picks up other languages and other words. And I wanted to explore that. And so from all those words, there are 3 ways that I render it. Sometimes, mostly, I think, what he thinks in or says in Ladino is translated somewhere there in the text, close to the source. Sometimes it is present in the text a little later and one could figure it out. And sometimes it's not translated, whether because what he says is not that important or because I wanted the reader to assign the meaning to that phrase as they read the book. So there's a recurring phrase of La Gran Oscuridad in Ladino, right? It's easy to figure out that it means the great obscurity, the great darkness, the great nothing. But in the book, it acquires meaning over the time of the book, right? And I wanted to do that, to restore the meaning to a thing to which for which the original meaning might have been forgotten.
C'est une question passionnante. Il y a beaucoup de langues dans ce roman. Pour prendre l'exemple de Pinto, il utilise une langue dérivée du castillan. C'est un juif séfarade, donc il pratique cette langue. Il parle le bosnien aussi et l'allemand qu'il a appris à Vienne. Et au fur et à mesure de son voyage en route vers Shanghai, il récolte aussi, il accumule d'autres mots, d'autres langues. Et il y a 3 cas de figure principaux dans l'usage que j'ai fait de ces langues dans le roman. Certaines expressions ou phrases sont traduites peu après, donc la proximité permet au lecteur de les comprendre. Ou alors les expressions sont répétées, donc là aussi ça permet un peu plus loin, ça permet avec les contextes de reconstituer le sens. Ou alors les expressions ne sont pas traduites du tout et c'est délibéré. Je voulais que le lecteur lui-même ou elle-même attribue un sens à ces expressions. Je pense par exemple à l'expression qu'on pourrait traduire en anglais the great darkness ou the great nothing, le grand rien, la grande obscurité. Bon, il était important que le lecteur puisse finalement imaginer le sens de l'expression et que toutes ces significations s'accumulent au fur et à mesure de la lecture. It's a basic feature of migration and refugees migration that it is by necessity multilingual and not quite multicultural, but multilingual, because people carry the language of their home space, and as they move through space, they or even make it to the space, they acquire other languages, and they do not acquire them as separate entities. They become mixed. There's a notion in linguistics of macaronic language, which is a kind of language like Creole or a pidgin in Asia, or a situation familiar to every immigrant family, where 2 languages are mixed in the same utterance, in the same discourse, right? And out of this, languages arise and have historically arisen. English was Anglo-Saxon until the Normans came, and then they colonized half the world, and now curry is a national dish, and cul-de-sac is an English word. And to my mind, migration is a central fact of human civilization. Without that, there's nothing. And so the idiocy of, the Western world, we're trying to stop the migration. First of all, it can't be stopped. Second of all, it's a cul-de-sac, because in that people engage and create languages, create hybrid cultures, create hybrid identities, and evolve as a humanity. To me, I wanted to explore that in the book, at the peril of confusing monolingual readers. Elle n'a plus de place pour écrire. That's fine. Ce multilinguisme, c'est le propre de la migration. Je ne parlerai pas de multiculturalisme nécessairement, mais de multilinguisme. Et la spécificité de cette multiplicité de langues pour les migrants, c'est que les langues se mêlent. Elles n'existent plus comme des entités distinctes. Il y a un concept de linguistique qui désigne les langues macaroniques, comme le créole, l'anglais pidgin, qui correspond à ces mélanges. Et je pense que la migration, c'est un phénomène essentiel de l'histoire de l'humanité et que l'Occident imagine un instant vouloir faire cesser les migrations. D'une part, c'est impossible et c'est même une aberration. Ce serait une erreur majeure. Ce sont ces migrations qui entretiennent, qui permettent l'évolution même de l'humanité, qui permettent la création de nouveaux systèmes de culture aux 2 sens du terme, concret et abstrait. Et je voulais explorer cette richesse des migrations et des mélanges dans mon livre.
Et c'est assez lié aussi à votre vie parce que j'ai pas fait la présentation que je devais faire au début, donc je vais la faire à la fin, pourquoi pas. Je rappelle que Alexandar ou Sacha Emon est né à Sarajevo, vous vivez aux États-Unis depuis 1992, que vous êtes arrivé aux États-Unis en parlant très peu la langue que vous avez appris sur place, que vous enseignez désormais la création littéraire à l'université de Princeton, mais que vous avez écrit plusieurs livres avec des titres. Alors je ne sais pas si les titres sont les mêmes voilà, c'est ça, c'est toujours la même chose. Mais moi j'aimais beaucoup quand même les titres français. De l'esprit chez les abrutis, paru chez Robert Laffont en 2000. L'espoir est une chose ridicule, paru dans la même maison d'édition. Ensuite, Amour et obstacles. Vous avez coécrit le scénario de Matrix Resurrection. Voilà. Et je crois que ce livre-là, qui est quand même imposant, vous a demandé 14 ans de travail et que vous avez fait beaucoup d'autres choses entre-temps, mais que vous le repreniez, vous le reposiez. Voilà. Yes, I signed a contract for that book with my British publisher in 2010. And I was planning to start writing in that year, but that was the year my daughter got sick and died, my infant daughter, and threw me off. And so I started. I wrote 4 other books in the meantime, and a number of scripts, while still doing research and making notes and writing parts of this book. For some reason, I like to do many things at the same time, which slows everything down. But that was the reason. And it also helped me think about it differently, and it changed some things in the book, and it also allowed me to do extensive research for the book. Et dernière chose importante, pardon, ah oui. J'ai signé un contrat pour ce livre en 2010 avec mon éditeur britannique. C'est aussi l'année où ma fille, qui était encore bébé, est tombée malade et est morte. Donc évidemment, ça m'a complètement marqué un temps d'arrêt pour ce projet. Mais je suis passée à d'autres choses. J'ai écrit 4 livres, de nombreux scénarios aussi, tout en poursuivant les recherches, en prenant des notes pour ce projet-là. Et j'aime faire plusieurs choses à la fois. Je ne sais pas pourquoi. Évidemment, ça me ralentit, mais ça m'a aussi beaucoup aidé à penser au projet de manière différente, à changer mon point de vue sur le projet. Et ce livre est d'ailleurs dédié à vos 3 filles. Voilà. Et il a reçu le Grand Prix de littérature américaine en 2023. Voilà ce que je voulais ajouter. Alors, on va passer au livre de David Joy, mais à cette fois, je vais le présenter d'abord. David Joy est né à Charlotte, en Caroline du Nord. Il a eu comme professeur un certain Ron Rash. Alors, si vous ne l'avez jamais lu, je vous invite à le lire. Après ses études, il va enseigner, David, pendant un temps, avant de recevoir une bourse d'artiste du Conseil des Arts de Caroline du Nord. Son premier roman, Là où les lumières se perdent, est finaliste du prix Edgar du premier roman. Il reçoit le prix Hamet en 2020 pour Nos vies en flammes. Vous vivez toujours en Caroline du Nord, en tout cas, c'est l'information que j'ai. Et on nous dit que vous partagez votre temps entre chasse, pêche, travaux manuels et bien sûr l'écriture. Heureusement pour nous. Yeah, I still live in North Carolina. That's the only place I've ever lived. And unless I move over here, that's the only place I ever will live. And yeah, it was fun listening because he and I work so differently. Like listening to the way that his mind works is like the absolute opposite of mine. Like I'm only capable of doing one thing at a time, and maybe 2. But if I try to do 3 things at a time, my brain explodes. And so I tend to do things like hunting and fishing where I can, focus on a singular thing. Oui, effectivement, j'habite encore en Caroline du Nord. Pardon, ne mélangez pas les micros parce que pour Joseph, là-bas, ça va plus être possible de savoir. Voilà. Allô, on m'entend ? C'est bon.
Oui, j'habite toujours en Caroline du Nord. C'est l'endroit où j'ai toujours habité et où probablement j'habiterai toujours, à moins que je vienne m'installer ici. C'était vraiment très intéressant d'écouter la conversation avant celle-ci, puisque j'ai l'impression que mon esprit fonctionne de manière exactement contraire au vôtre. Moi, je ne suis pas capable de faire plusieurs choses à la fois. Je suis capable de me concentrer sur une chose, peut-être deux en même temps, mais s'il y en a trois, mon esprit explose. C'est pour ça que j'aime la chasse et la pêche, parce que je peux me concentrer sur une seule chose en même temps. Et justement, la Caroline du Nord, contrairement aussi au livre d'Alexander, qui parcourt le monde, vos personnages, David, sont toujours en Caroline du Nord, dans le comté de Jackson et dans ce livre à Silva. Le livre commence avec des gens qui creusent des tombes, non pas pour y enterrer quelqu'un, mais pour créer une installation artistique qui a pour but de dénoncer le déplacement d'un cimetière et d'une église afro-américaine pour construire des bâtiments d'un campus. Quelque chose qui a eu lieu une centaine d'années plus tôt. Et la jeune femme qui va mettre en place cette installation artistique, c'est Toya. Elle est venue en vacances chez sa grand-mère pour l'été, pour travailler, pour faire ses recherches universitaires. Et évidemment, ça va lui attirer quelques ennuis que vous découvrirez dans le livre. Donc j'aimerais, David, si vous voulez bien, qu'on commence peut-être tout simplement par parler de Toya, de cette lignée qu'elle incarne avec sa grand-mère, avec sa mère qu'on découvrira un peu plus tard dans le livre, à la faveur du drame. Comment vous avez imaginé cette jeune femme et le propos politique qu'elle avait envie de tenir à travers l'art, justement? Oh yeah, I think when outsiders and this is true even in America, so not just outsiders in the sense of the French looking at Appalachia, but in the sense of someone in California thinking about Appalachia, it looks like me. If I were to say, imagine someone from the North Carolina mountains, it looks like me. You would never see a person of color. You would never see black people. You would never see any of all of the Latinx immigrants who have migrated to that place and who have very large communities there. And so I started with this young black artist whose mother had left the mountains to try and find a better job and a better life, and this young girl wanted to return to her ancestral home to try and figure out who and where she had come from. Pardon. Oui, je pense que quand on raconte une histoire du point de vue de quelqu'un de l'extérieur, et je ne parle pas seulement du point de vue français sur les montagnes, sur les Appalaches, mais aussi du point de vue de quelqu'un qui habite en Californie, par exemple, sur ces mêmes montagnes, on s'attend toujours à trouver quelqu'un qui me ressemble, et on a très rarement ce point de vue d'une personne de couleur, qu'elle soit noire ou des communautés latino qui ont des communautés très importantes dans ces zones-là. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de commencer par cette jeune artiste noire dont la mère a déménagé, elle a quitté les montagnes pour trouver une meilleure vie, un meilleur emploi, et cette jeune artiste décide de retourner pour aller découvrir ses racines. And when she gets there, one of the things that she discovers is a history of, and this is a true history, but one of the oldest churches in Jackson County is a black church that was founded in 1892 by 11 formerly enslaved peoples. And that church historically sat on the top of this hill.
And as this university expanded, they forced the community to tear down their church and dig up their dead and move them off of the mountain to make way for a dormitory. And to this day, there's a plaque right there that says on such and such date, they moved down the road, which of course they didn't move. It wasn't a choice. They were removed. And so Toya wants to force their hand. She wants to force them to look at that history. Et quand elle retourne donc dans ces montagnes, elle découvre une histoire, c'est une histoire vraie, c'est-à-dire qu'il y avait sur une colline une église qui avait été bâtie en 1892 par 11 anciens esclaves, donc 11 personnes noires, et il y avait aussi leur cimetière qui était là. Et plus tard, l'université qui se trouve au pied de cette colline s'étend et va forcer la communauté de cette église et de ce cimetière donc à déterrer les morts et à les déplacer et à abandonner donc ce cimetière et cette église. Il y a une plaque sur laquelle il y a écrit qu'ils se sont déplacés. En fait, ils ne se sont pas déplacés, ils ont été forcés à se déplacer. Et Toya va essayer de forcer la communauté à parler de cet événement. On parlait d'exil avec le livre d'Alexander Emon. Finalement, c'est aussi une question dans votre livre, David, il me semble. Même si les personnages ne se déplacent pas, restent toujours dans cet endroit. Là, en l'occurrence, vous venez de l'expliquer, ils ont été obligés de déplacer leurs morts. Et c'est l'écho de l'exil premier, du passage de l'Atlantique avec l'esclavage. Finalement, est-ce qu'on ne peut pas être aussi arraché à sa maison et à sa vie sans forcément bouger de chez soi ? The question you're asking is one of the things that fascinated me most about the things that he was saying, and it's because when I think about the idea of the refugee in the West, it wasn't historically people who left a place to get there. When we're talking about people of color. It's people who were taken from a place and placed there, which is an entirely different dynamic. And it's fascinating in the sense that you have these people who were taken from a place, brought to a place, and then perpetually exploited. So that 400 years later, they're still dealing with the same issues that they were dealing with in 1619 when that first ship landed there. You think about the removal of the Cherokee and forcing the Cherokee off of their land into Oklahoma. A similar type of refugee story, but within their homeland. And so it's kind of fascinating to me to think of it as a refugee type story because all of these things are working with that internal institution of white supremacy within that country. But then you look at all of the people trying to flee and come into America now, and no, we don't want them. We don't want them. Oui, c'est une excellente question et c'est un fait que j'ai trouvé fascinant lorsque Alexander répondait aussi à vos questions, ces histoires de réfugiés en Occident, cette idée que ce sont, pour nous en tout cas, des personnes de couleur qui ont été arrachées à un endroit et placées à un autre endroit
Et ça change complètement cette dynamique du réfugié. Au fond, quelqu'un qui est arraché à un endroit, qui est placé ailleurs et qui va être exploité dans ce nouvel endroit. Et tant et si bien que 400 ans plus tard, eh bien, on se retrouve avec les mêmes problèmes pour ces communautés auxquelles ces communautés faisaient face en 1619 quand le premier bateau est arrivé sur ces terres. Et c'est aussi l'histoire, par exemple, des autochtones, les Cherokees, qui ont été poussés hors de leur terre natale jusque dans les terres qui sont aujourd'hui l'Oklahoma. C'est aussi une histoire de réfugiés au sein de leur propre terre natale. Et c'est un sujet qui est vraiment très intéressant, surtout quand on s'intéresse à la suprématie blanche comme étant une institution installée. Et quand on voit qu'aujourd'hui, on a de la même manière des réfugiés qui doivent fuir et qui veulent venir aux États-Unis, et nous, on leur dit non, on ne veut pas de vous. De ce point de vue, évidemment, votre livre est éminemment politique. Il est soutenu dans les questionnements qu'il pose par deux métaphores qui sont essentielles, celle de l'arbre et celle de la boîte sur le comptoir de cuisine. Est-ce que vous voulez bien nous raconter et expliquer au public ce que sont ces deux histoires? Yeah, there's a moment in the novel where Toya Gardner is having a conversation with the sheriff who has come to arrest her for an art installation that she's created. And it's important to note that the sheriff is a white man, and he has a very long history with Toya's grandparents. He was best friends with her grandfather. And because of that relationship, he's incapable of seeing himself as someone who could be even remotely racist. And Toya is trying to explain to him the levels at which an institution like white supremacy functions. And the metaphor that she lays out to him is she says that the tree with the deepest roots is a tree of white supremacy. And she says you don't have to be the one who planted it or pruned it or watered it to be someone who still is able to sit under the shade of that tree. And the idea is that you do not have to be someone who is actively perpetuating white supremacy to be someone who is a direct beneficiary of that system. And when the sheriff asks her, what do you want to do? She says, I want to hand them a fucking axe. Oui, effectivement, c'est un moment où le personnage, donc Toya, est chez elle en train d'avoir une conversation avec Coggins, qui est le shérif, qui vient pour l'arrêter pour l'une de ses installations artistiques. Et Coggins, c'est important de savoir qu'il est blanc et qu'il a une longue amitié avec la famille de Toya. C'était le meilleur ami du grand-père de Toya. Et donc, il est incapable de comprendre comment lui, il pourrait être raciste. Et ce que Toya essaye de lui expliquer, c'est que c'est l'institution de la suprématie blanche, et elle lui explique avec cette métaphore de l'arbre en disant que l'arbre qui a les racines les plus profondes aux États-Unis, c'est l'arbre de la suprématie blanche, et vous n'avez pas besoin d'avoir participé à sa plantation, vous n'avez pas besoin de l'avoir arrosé pour en profiter aujourd'hui, pour être à l'ombre de cet arbre aujourd'hui. Donc, ce que ça veut dire, en fait, c'est que vous n'êtes pas obligé d'être un acteur actif de la suprématie blanche aujourd'hui pour pouvoir profiter de ce que le système de la suprématie blanche prodigue. Quand Coggins demande à Toya qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que tu veux faire, eh bien Toya dit moi ce que j'aimerais c'est leur donner à ces gens donc une putain de hache.
Et donc, il y a une autre métaphore qui est celle de la boîte sur le comptoir, qui est racontée par la grand-mère de Toya. Je voudrais juste, puisque le temps presse, je voudrais juste vous poser une dernière question autour du titre. Le titre en anglais, Those We Thought We Knew, qui est un peu différent du titre en français, mais peut-être que ceux que l'on croyait connaître, finalement, c'est à la fois ses voisins, ceux avec lesquels on a toujours vécu, mais peut-être que celui qu'on connaît le moins, c'est soi-même. Et là, dans le livre, les personnages sont confrontés directement, et nous, lecteurs avec eux, à justement au fait de bénéficier aussi du privilège blanc. Yeah, so the thing about the way that white supremacy functions in that country is that white Americans have a very difficult, they have an aversion to being made uncomfortable. We're an air-conditioned culture. We do not want to be made uncomfortable for very long at all. And so with regards to discourse, they will not engage in any sort of meaningful conversation for very long. And so as an example is with something like white supremacy, the reason that the events that take place in this novel have to happen is that those are the only moments that white Americans will engage in these conversations. And so you think about a moment like 2020, when we watched Ahmaud Arbery be chased through the streets and shot like a dog in Georgia. And we jumped forward a couple of months, and the whole world watched as Officer Derek Chauvin knelt on the throat of George Floyd for close to 9 minutes until he died before our eyes. And you jump forward a month, and Breonna Taylor is shot in her bedroom by police. And you have all of these moments stack up until suddenly the country is at a fracture point, and they have to engage in that conversation. But even within that moment, the desire is for the nearest moment of silence when we can usher that monster back into the closet so that, oof, thank God we don't have to talk about it anymore. And so this novel was an attempt to force white characters into conversations that they are unwilling to have, and by extension, force white readers into those same conversations. Oui, la manière dont la suprématie blanche fonctionne aux États-Unis aujourd'hui, c'est que les Blancs, en fait, vraiment détestent être mis mal à l'aise. On est au fond une culture de l'air conditionné. On ne veut pas être mis face à un discours qui nous met mal à l'aise, à une conversation profonde, ou en tout cas le moins longtemps possible. Donc pourquoi est-ce que ces événements dramatiques doivent arriver dans ce livre ? Eh bien, parce que c'est le seul moment où on parle. Le seul moment où on parle, et on pense par exemple à 2020 quand Ahmaud Arbery a été abattu dans la rue comme un chien. On pense ensuite à quelques mois plus tard quand l'officier Derek Chauvin est agenouillé sur la gorge de George Floyd pendant 9 minutes alors que George Floyd étouffe et meurt. On pense à Breonna Taylor qui est abattue chez elle par la police. Et tous ces événements-là s'additionnent jusqu'à la fragmentation et jusqu'au moment où il faut en parler. Et même à ce moment-là, où il faut en parler, eh bien, tout ce qu'on veut à ce moment-là, c'est le silence, c'est de remettre le monstre dans le placard. Donc, ce que je voulais faire avec le roman, c'était de forcer les personnages blancs et, par la même occasion, les lecteurs blancs à parler de ces sujets-là. Et il faut ajouter que les personnages sont extrêmement attachants et que donc l'histoire nous touche le plus. Et ce qu'elle nous dit du racisme ordinaire dans une petite ville de montagne de Caroline du Nord, moi je dois dire que là j'ai pris vraiment un coup de poing parce que je n'imaginais pas que ça pouvait être encore aussi prégnant et je n'imaginais pas aussi que
des gens qui se croient être vos amis puissent blesser par des mots, évidemment par des choses plus graves aussi, mais blesser, même des mots peuvent blesser, alors qu'on se croit en bonne entente entre blanc et noir. On apprend beaucoup de choses dans ce livre, c'est un livre extrêmement attachant. Et ça nous concerne, nous aussi, vous, moi, tous. Ça, ouais. Yeah, I think that we tend to think of white supremacy as an American problem, or like we tend to think of chattel slavery as an American problem. You know, talking with French readers, it amazed me that so many talked about growing up in an educational system that never talked about France's role within that, within that movement, right? And there's a part of me that was surprised by that, but there's a part of me that's not at all, which is to say that I think that the institutions that, that are governing the majority of this world are institutions of white supremacy and institutions of patriarchy. I think if you look at, what is happening right now between Israel and Gaza, it is an act of white supremacy. I think that so many of the things, the French relationship with Algeria strikes me, and that is a complicated thing to say, but that strikes me with the same type of institutionalized racism as the white supremacy that I'm describing in this book. There's a moment in this book that is super subtle that was written specifically for French readers, and I don't know if they would ever pick it up or not. Oh, okay. I didn't want to overload him. But in my county, the county where I live, there is an immense amount of wealth at the southern end of that county. Like some of the richest people in the country live there, have, third, fourth, fifth houses there. And every summer they bring in all of these workers from other countries to serve them. And they always look the same, which is to say that they're always black people. And it's because they visually want to be served by black hands. And there's a moment in the novel where that takes place. And the girl's name is Amélie. And she has a French name because she came from Senegal. And the purpose of that was to try and allude to this idea that white supremacy is not an American phenomenon. White supremacy is a global phenomenon. And so, yeah, I think what you're saying is absolutely right. And I think it's important to recognize it. And it speaks volumes about you to say it aloud. Oui, je pense que vous avez tout à fait raison. La suprématie blanche, ce n'est pas seulement, quand on y pense, on pense souvent que c'est un problème des États-Unis, que l'esclavage, c'est un problème états-unien. Quand je parle avec des lecteurs français, je vois qu'il y en a beaucoup qui me disent qu'ils ont grandi sans avoir d'éducation ou d'apprentissage sur le rôle que la France a joué dans le commerce triangulaire. Je suis à la fois surpris par ça, mais en même temps pas tant que ça, parce que je pense que les institutions qui gouvernent le monde sont des institutions basées sur cette suprématie blanche et fondées aussi sur le patriarcat. Ce qui se passe entre Israël et Gaza en ce moment, c'est aussi une question de suprématie blanche. La relation de la France avec l'Algérie, et je sais que c'est quelque chose de difficile à entendre peut-être, mais la relation de la France avec l'Algérie a ses racines dans
le même genre de racisme institutionnel que je décris quand je décris la suprématie blanche. Il y a un moment dans mon livre qui était dédié assez subtilement, et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, à des lecteurs français. Et c'est en fait un moment qui se passe dans le quartier le plus riche de mon comté, où il y a des familles qui ont 3, 4, peut-être même 5 maisons, et qui, à une certaine période de l'année, vont amener des travailleurs étrangers pour les servir, pour leur servir à manger par exemple. Et ces travailleurs-là vont être noirs, et c'est quelque chose qui est volontaire parce que visuellement, ils ont besoin que ce soit des mains de personnes noires qui leur servent à manger. Et en l'occurrence, l'une de ces personnes, l'une de ces serveuses s'appelle Amélie, elle est sénégalaise. Et c'est à ce moment-là, donc, avec ce nom français, que je voulais qu'il y ait une allusion au fait que la suprématie blanche n'est pas un problème américain, c'est un problème mondial. Et vous avez tout à fait raison en le soulignant. Et le fait que vous le reconnaissiez et que vous puissiez le dire à voix haute, eh bien, ça en dit beaucoup de vous. Eh bien, merci. Voilà une belle fin pour ce café des libraires. Je remercie beaucoup Marie qui a animé cette rencontre. Marie Michaud, libraire à Gibert à Poitiers. Merci à Léo Lancette qui a donc traduit. Et puis merci aussi à Anne-Laure Tissu. Et puis bien sûr, merci aux auteurs qui étaient avec nous sur ce plateau en priorité. David Joy pour ce livre « Les deux visages du monde » paru chez Sonatine. Alexander Emmon pour ce livre « Un monde de ciel et de terre » paru chez Kahneman Levy. Deux très très beaux livres pour terminer. Voilà, ce festival va se terminer. Il y a eu beaucoup de libraires qui sont venus sur ce plateau pour interviewer les auteurs. Et je dois dire à quel point je suis admirative de leur travail. Et ça montre bien que ce travail de libraire, ce métier de libraire est une passion pour la plupart d'entre eux. Voilà, merci aussi à vous. Bravo à tous les libraires. Aux interprètes, merci. Et merci à vous d'être venus assister à ces rencontres. Et puis un grand merci à Joseph au son, à Pascal, à la réalisation, à ceux qui les aident autour, et à nos assistants et assistantes, Thomas, Ada et Muriel, qui ont été formidables. Merci beaucoup. Bonne soirée, et dans 2 ans, je serai peut-être plus là, moi, mais il y aura toujours un café des libraires.